impropres à la consommation sur nos marchés n'a jamais été aussi florissante. Et puis enfin, on terminera avec les examens nationaux session 2018. Plus de 4000 étudiants des instituts de santé ont démarré ce lundi les évaluations pratiques de fin de cycle. Les échos, ce sera dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on entend par ce message départ du président de la République. Message à son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, Ankara. Excellence, Monsieur le Président et chers amis, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'occasion de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, son gouvernement, auquel je joins les miennes propres, en portant son choix à nouveau sur votre personne. Le peuple turc a décidé de demeurer résolument sur la voie de la poursuite de votre programme de développement sociopolitique, culturel et de souveraineté que vous incarnez. Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec votre excellence pour la consolidation et l'élargissement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la République de Turquie et la République de Guinée. En vous souhaitant mes vœux de bonheur et de succès dans vos hautes et délicates fonctions, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers amis, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 25 juin 2018, signé professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Le chef de l'État est en tournée au Fouta. Après l'abbé, professeur Alpha Condé est allé rendre visite aux populations de Pita, des populations qui lui ont d'ailleurs réservé un accueil des plus chaleureux. Il a mis l'occasion à profit pour inaugurer la MUFA de cette préfecture. Sanassi Keita. À Pita, le président de la République arrive pour inaugurer la MUFA, mutuelle financière des femmes africaines. Jeunes, femmes et notabilités de la ville sont sortis massivement pour réserver au professeur Alpha Condé un accueil chaleureux. Les mutualistes, par le biais de leur présidente, sont ravis de voir encore le président de la République arriver dans leur localité pour cette fois-ci inaugurer leur MUFA, mutuelle financière des femmes africaines. Avec les femmes des groupements, associations insérées de notre préfecture. C'est ainsi des adhésions aux cotisations. Nous sommes parvenus à mobiliser un montant de 400 millions francs guinéens sur fonds propres, ajoutés aux 100 millions généreusement accordés à la MIFA par le professeur Alpha Condé, ayant permis à Afriland Face Bank de nous accorder un crédit d'1 milliard en faveur des organisations des femmes de notre préfecture. Le directeur général d'Afriland First Bank promet dans cette démarche du chef de l'État d'œuvrer sans relâche pour la lutte contre la pauvreté en Guinée. Aujourd'hui, nous voici réunis à Pita pour l'inauguration de la 67e unité du modèle MC2 MUFA. Et force est de constater que ce qui paraissait impossible, voire du domaine de l'imaginaire, est bel et bien une réalité visible, concrète et palpable. C'est dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, à quel point le processus de lutte contre la pauvreté en milieu défavorisé à travers les MC2 et les MUFA est en plein essor dans notre cher et beau pays, la Guinée. Monsieur le Président de la République, ce développement rapide du modèle est bien votre œuvre, car vous avez non seulement apporté la vision et la volonté politique, mais vous en avez fait l'une de vos priorités dans vos actions quotidiennes.
Je me réjouis et vous remercie par la même occasion d'avoir associé ma modeste personne et Afriland First Bank à votre projet de société. Quant à vous, femmes dynamiques de Pita, permettez-moi de saluer votre dynamisme et votre engagement à prendre vos destins en main et à sortir durablement de la pauvreté. Chers mutualistes, en vous mettant ensemble pour créer votre MUFA, vous célébrez la victoire de la richesse collective sur la richesse individuelle. Vous montrez que seul on va vite, mais qu'ensemble on va loin. Je sais que vous irez loin, car vous cheminerez ensemble, vous avancerez ensemble, ainsi vous allez devenir très riches ensemble. J'appelle de tout cœur la population féminine encore hésitante à rejoindre la MUFA de Pita, à rattraper le train TGV du développement de Pita, car c'est ensemble que nous lutterons contre ce cancer qu'est la pauvreté. C'est ensemble que nous vaincrons cette gangrène qui s'appelle la pauvreté. Enfin, c'est ensemble et tous ensemble que nous participerons à notre épanouissement individuel et collectif et par ricochet au développement de notre pays. Aucune Guinéenne n'est donc exclue. Je sais que vous, femmes de Pita, avez compris cela, comme le témoigne la rigueur avec laquelle vous gérez votre MUFA depuis 2 ans. Je suis content de porter à l'attention du public ici présent que vous avez remboursé à 100% la première ligne de crédit de 1 milliard qui vous a été accordée et qu'actuellement la deuxième ligne d'1 milliard se comporte tout aussi bien. Pour vous encourager, nous allons encore mettre à votre disposition ce jour, en présence du chef de l'État, une nouvelle ligne de crédit de 1 milliard. Des lignes de crédit qui, sans nul doute, doivent amener davantage les femmes à s'organiser pour pouvoir en bénéficier, avec l'ambition d'évoluer positivement dans leurs différentes activités. Une démarche si chère au professeur président Alpha Condé. Le MUFA est fait pour joindre toutes les femmes qui n'ont pas les moyens afin qu'elles puissent être accompagnées. Donc, il faut que vous fassiez un effort de sensibilisation, non seulement à l'égard des femmes de la commune, mais aussi des sous-préfectures. Car notre objectif est d'encourager les femmes pour développer l'agriculture, mais aussi l'élevage. Vous-même, vous venez de dire que vous voulez faire l'élevage. Et les femmes qui sont dans les sous-préfectures veulent faire l'élevage. Comment on va les accompagner si elles ne sont pas membres de la MUFA? Donc, pour faciliter leur adhésion, la dernière fois, je vous ai donné 100 millions. Aujourd'hui, je vais vous donner 300 millions, mais avec l'obligation aussi d'associer aussi les femmes des sous-préfectures. Maintenant, les jeunes, je vois MCD2. Mais vous n'avez pas encore créé votre MCD2. Oh, pourquoi? Alors que quand je suis passé ici, j'avais dégagé une somme aussi pour vous. Et vous n'avez rien fait. Quand même, pour vous encourager, je vais mettre 100 millions à votre compte pour vous obliger maintenant vous aussi à cotiser afin que vous pouvez MCD2 marche. Et là, il faut que vous aidiez les femmes à ce que la plupart des femmes adhèrent. Parce que si les femmes adhèrent, on peut les accompagner pour développer les activités. Mais si c'est quelques femmes seulement, on ne peut pas diminuer la pauvreté. L'objectif, c'est de diminuer la pauvreté. Pour diminuer la pauvreté, ce n'est pas seulement des femmes de la commune, c'est aussi des femmes des sous-préfectures. Elles doivent être toutes accompagnées dans leurs activités. C'est dans cette ambiance festive que le président de la République est venu ainsi procéder à la coupe du cordon inaugural pour annoncer officiellement l'ouverture de cette MUFA de Pita. Une MUFA que le président Alpha Condé a visité toutes les installations. Et puis à Bruxelles, ils étaient plus de 400 hommes d'affaires à prendre part au forum économique Guinée-Europe. Ce forum s'est ouvert dans un contexte favorable pour la Guinée qui s'est résolument engagée dans une nouvelle ère de stabilité politique et de prospérité économique. La Guinée a donc saisi cette opportunité pour présenter toutes ses potentialités aux investisseurs étrangers. Commentaire Adi Camara. Ce forum tenu à Bruxelles devant les représentants du gouvernement du Royaume de Belgique, les chefs d'entreprise et acteurs du secteur privé guinéen et internationaux s'inscrit dans une dynamique engagée par le président de la République, professeur Alpha Condé, pour positionner la Guinée sur la carte des destinations les plus attractives du continent africain.
C'est une vision du chef de l'État qui vient soutenir le processus de transformation économique et sociale de notre pays. La Guinée entend incarner cette Afrique ambitieuse et prospère, déterminée à créer les conditions d'une croissance rapide et d'un développement basé sur son immense potentiel en ressources naturelles et son dividende démographique. Ce forum s'ouvre dans un contexte plutôt favorable où la Guinée est résolument engagée dans une nouvelle ère de stabilité politique et de prospérité économique. En effet, depuis 2010, la Guinée est en profonde mutation politique, institutionnelle, économique et sociale sous l'impulsion du professeur Alpha Condé qui est déterminé à asseoir les bases solides de l'émergence économique du pays. Au cours de ce forum, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre chef du gouvernement, est revenu longuement sur la performance globale de la gouvernance du professeur Alpha Condé et la planification stratégique du pays avec le Programme national de développement économique et social, PNDS en abrégé. C'est un cadre de référence qui permet de mieux orienter nos choix stratégiques d'investissement et de partenariat. La mise en œuvre du PNDS s'appuie sur des politiques sectorielles pertinentes, entre autres une politique agro-silvo-pastorale et halieutique reposant sur l'amélioration de la productivité et le développement de la chaîne de valeur des prioritaires d'exploitation. Une politique d'exploitation optimale du potentiel d'énergie hydraulique couplée avec une politique de promotion des énergies éoliennes et solaires pour consacrer durablement un mix énergétique destiné à garantir les besoins domestiques et à favoriser l'exportation des excédents sur un marché régional d'énergie en voie de création. Enfin, une politique d'exploitation stratégique des potentiels miniers qui continuera pour un temps encore à jouer le rôle de levier d'export, de transformation et de développement des autres secteurs dans le respect des normes environnementales et la prise en compte des intérêts des populations locales. Le risque d'effondrement du vieux pont de l'Insan avait été signalé par nous il y a quelques semaines. Il a finalement cédé dans la soirée du 20 juin sous le poids d'un camion rempli de charpentes et de madriers. Depuis cette date, des travaux d'urgence ont été engagés sur les lieux. Ce week-end, le ministre Moustapha Naïté s'y est rendu en personne pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Reportage d'Aouda Taban Silla. Suite à l'écroulement de ce pont, il fallait pour un premier temps aménager une déviation en vue de permettre aux différents usagers de franchir ce point culminant qui relie la Basse à la Moyenne Guinée. Ensuite, trouver des moyens d'urgence pour la réhabilitation de ce pont, vieux de 86 ans. Les travaux démarrent déjà pour rétablir le trafic sur cet ouvrage de franchissement avant les grandes pluies. Nous avons rapidement, avec l'entretien routier, dépêché deux entreprises sur place, Petroman et Rossmann, pour venir faire le constat et voir quelles solutions nous pouvons apporter rapidement. Nous ne voulons pas faire les choses dans la précipitation parce que c'est un ouvrage de franchissement, c'est des vies humaines qui peuvent être mises en danger. Donc nous avons demandé avec les entreprises qui vont réaliser, avec les ingénieurs ici présents, pour que techniquement la solution qui a été proposée avec les deux entreprises, avec les ingénieurs des travaux publics, pour que nous puissions rapidement rétablir le pont, pour que le pont soit utilisé dans le plus bref délai. Chez les sociétés contractantes, c'est la course contre la montre. Vu l'urgence qui s'impose, elles promettent de travailler nuit et jour en vue de rendre les clés avant même le délai escompté. Le travail consiste d'abord à découper la ferraille du pont métallique qui s'est effondré avec le camion, les sortir d'eau pour que nous ayons accès à ce fond. Il y a un niveau de boue et d'eau mélangée qui fait une hauteur de 5,50 m qu'il faut complètement blinder
c'est-à-dire blindé avec des blocs de pierre que nous allons faire chuter d'une hauteur d'au moins 7 mètres pour venir s'incruster dans le sol, le blinder, le rendre portant. Après maintenant, passer, disons, 2 tapis de gabion au-dessus desquels nous allons couler du béton armé de 25 cm sur toute la largeur de l'ouvrage à construire, soit 7 mètres sur 31. Notons que le pont de l'Insan sur la nationale numéro 1 fera partie des priorités lors des travaux de reconstruction de la route Mamoun-Daboula, dont les activités sont prévues pour les mois à venir. Dans le même registre, l'entretien des infrastructures routières peut-il être assuré par les collectivités locales? Le ministère des Travaux publics étudie la question en synergie d'action avec la décentralisation. Il tend la main aux communes urbaines et propose une stratégie. Elle vient d'être évaluée pour voir sa faisabilité. Explication Abdul Karim Kamara. Dans les communes urbaines, des conflits de compétences persistent encore dans l'entretien des routes. Les ressources allouées aux collectivités n'y arrivent pas de façon concomitante. La décentralisation tarde aussi à donner de la visibilité au transfert de compétences. Du coup, il y a un délaissement des routes jusqu'au point de dégradation. D'où la nécessité de rendre le fonds de développement local en une caisse commune pour toutes les collectivités du pays. La problématique fondamentale qu'on essaie de résoudre, c'est le 4e axe de la lettre de politique nationale de la décentralisation. C'est le financement de la décentralisation. Et le fonds est là pour rechercher le financement, pour pouvoir accompagner les collectivités locales, tant au plan de l'appui technique, mais aussi en équipement. Ces hommes, au nombre de 76, représentent ici les 38 communes urbaines de la Guinée, afin de trouver une piste de solution. Les discussions portent sur l'argent devant permettre aux collectivités d'entretenir leurs routes. On remercie et félicite vraiment le ministère des TP, qui est le premier ministère sectoriel à faire un transfert de compétences d'au moins aux collectivités locales par rapport au domaine des TP. Vous savez, au niveau des collectivités locales, vous avez les ressources propres à la commune, aussi vous avez des taxes partagées avec le service des impôts. Nous nous débrouillons à travers nos ressources que nous mobilisons sur le terrain, au niveau des marchés, de la gare routière, des carrières, c'est ce qui nous permet un peu d'entretenir les routes. Je trouve cette approche tout à fait intéressante. Et on va tout à fait dans ce sens-là, à aider la formation donc, du personnel des collectivités locales, compléter leur financement, leur apprendre à connaître leurs routes, qui voient déjà les défauts de leurs routes, ça leur permettra de mieux les entretenir par la suite. Pour baliser le chemin de fonctionnement du Fonds de développement local, une agence nationale de financement des collectivités est créée, agence dont l'acte a été pris par un décret du président de la République. Et puis l'insalubrité et les constructions anarchiques à Conakry préoccupent. Les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire veulent y mettre fin. Elles se font accompagner pour cela par le ministère du Tourisme, le gouvernorat de la ville de Conakry et la gendarmerie nationale. Reportage Abdourahmane Koula Diallo. Au grand mot, les grands remèdes. En prélude aux grandes pluies, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a pris l'initiative à lutter contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et le remblayage en bordure de mer dans la ville de Conakry. Selon des spécialistes de l'environnement, les eaux de pluie passant sous le pont délimitant les communes de Dixin et de Ratoma occasionneraient des inondations dues à des constructions anarchiques. L'État met en place des caniveaux d'évacuation. Mais ces caniveaux d'évacuation aujourd'hui sont devenus des dépotoirs d'ordures. Il suffit seulement qu'il y ait une goutte d'eau pour que chacun vienne déverser les ordures dans les caniveaux en oubliant que les autres sont vers le contrebas. Donc c'est les gens-là qui reçoivent le coup. Dans ce quartier de Amdalaï Mosquée, vous savez que le canal qui traverse la chaussée, la 2x2, devant l'immeuble, la turquoise, et qui vient aboutir à la jetée, dans ce canal-là, je crois que vous-même, vous avez filmé, vous avez vu l'envergure d'envahissement. Vous avez vu même des gens qui habitent à une profondeur de près de 30 mètres dans le lit du canal d'évacuation des eaux pluviales. Le remblayage en bordure de mer où de somptueuses villas poussent comme des champignons constitue une autre préoccupation du département.
À cet égard, des consignes fermes ont été données par le ministre en vue d'arrêter les travaux. Des camions et des pick-up remplis de terre réquisitionnés par la brigade spéciale de la gendarmerie nationale se trouvent actuellement dans la cour de la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à Coléa. Nous sommes très clairs dessus. Tous les camions que vous avez vus qui ont été arrêtés, des camions que vous avez filmés vous-même, sont des camions qui transportaient de la terre pour faire de l'emblai. Et ces camions sont réquisitionnés. Nous allons travailler de manière à ce que, d'abord pour libérer ces camions, il faut que les propriétaires payent naturellement quelque chose à l'État. Première chose. Deuxième des choses, nous travaillons de manière à ce que tous ceux aujourd'hui qui font des remblais payent la pénalité. D'abord, nous travaillons pour empêcher le remblai. Dès que nous le découvrons, vous payez une pénalité. Et la partie remblée, l'État la récupère parce que nous levons la partie, fait des petites fonctions au compte de l'État. Les récentes inondations survenues dans la capitale économique ivoirienne doivent nous interpeller en vue de prendre des dispositions appropriées à l'orée des grandes pluies. Je vous le disais dans les titres, l'Office national de contrôle de qualité de Matoto est aujourd'hui décrié au vu des nombreux produits impropres à la consommation sur le marché. Mais le nouveau ministre du Commerce, Boubacar Bari, compte bien en faire son cheval de bataille. Abdelkarim Kamara. La prolifération des produits de large consommation est devenue une problématique en Guinée. Des produits dont le contrôle échappe parfois à l'Office national de contrôle de qualité. Un service qui peine à satisfaire la demande accrue des besoins. Seulement 2 salles sont fonctionnelles parmi les 4 sessions qui le composent. Le manque cruel de textes réglementaires, de textes juridiques à la matière, puisque c'est à l'absence de ces textes, il y a toujours des conflits d'attribution sur le terrain. Bon, si chacun sait ce qu'il doit faire, chacun respecte ses prérogatives, vraiment, le service va marcher. Bien que l'équipement est sobre pour le moment, avant que les nouveaux n'arrivent, on fait de notre mieux depuis belle lurette. Pour sa première sortie en tant que ministre du Commerce, Boubacar Bari décide de visiter les locaux de l'Office national de contrôle des qualités. Il compte tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités opérationnelles de ce service. Un service dont l'apport est inestimable dans la sécurité alimentaire des populations. Restituer le service dans ses prérogatives, faire de manière à ce que l'ensemble des textes réglementaires qui régissent l'institution d'abord soient mis en évidence et vulgarisés, et ensuite clarifier un peu la mission de l'Office par rapport à l'ensemble des structures de l'administration pour que nous puissions restaurer la crédibilité de la structure et aussi faire de manière à ce que cette confiance soit rétablie vis-à-vis de nos partenaires externes et vis-à-vis de nos populations. Déjà, un projet est en cours d'exécution pour réveiller cet office. Il est porté par le cadre intégré renforcé à travers le fonds d'affectation spéciale. C'était donc un reportage signé Falilou Diallo. Dans l'actualité également, plus de 4000 étudiants des instituts de santé ont entamé ce lundi les évaluations pratiques de fin de cycle au compte des examens nationaux session 2018. Ces évaluations vont durer 4 jours et les candidats sont appelés à pratiquer des techniques d'injection intramusculaire, le suivi et la prise en charge d'une femme enceinte. Les premières évaluations ont commencé à l'Institut de santé de Lambani sous le regard d'un comité de jury. Mamadi Terna Kamisoko. À l'Institut de santé de Lambani, en ce lundi pluvieux, les étudiants candidats à l'examen de sortie reçoivent les dernières consignes avant le début de l'évaluation. Ce centre accueille 80 étudiants des filières infirmiers d'État, techniciens de labo et santé publique. Après la phase des évaluations théoriques, place à la pratique. Abel Loa est le premier candidat à pratiquer une injection intramusculaire. Nous lions la théorie à la pratique. Donc nous étions dans la démonstration d'une injection intramusculaire. Donc comment il faut tracer le site d'injection, c'est-à-dire comment il faut repérer le site d'injection. On trace 2 lignes, l'une verticale et l'autre horizontale, après avoir localisé bien sûr la fesse où on doit faire l'injection.
Cette évaluation pratique individuelle concerne au total 413 étudiants issus de 9 instituts de santé. Dans cet autre centre d'examen de Kobaya, des futures sages-femmes sont soumises à un exercice similaire. Moi, de ma part, je dirais que ça s'est bien passé. On m'a demandé, lorsque la femme vient dans la salle d'accouchement, la dilatation complète et que la poche des os est bombante, quelle sera mon attitude? Je les ai dit que je vais rompre la poche des os et diriger l'accouchement. Si quand même mes notes et mon nom ne se perdent pas, je suis sûr et certain que j'aurai mon examen. En plus d'une équipe de supervision, le département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a mis en place un comité de jury en charge de noter les candidats. Et pour l'heure, tout se déroule normalement. Bon, pour le bon déroulement de cet examen, nous avons d'abord en tant qu'associés les l'ordre des sages-femmes et l'association des infirmiers de Guinée qui ont fourni, n'est-ce pas, une liste de membres du jury et c'est eux qui sont chargés d'évaluer nos étudiants. Au terme de ce concours de sortie qui sanctionne 3 années d'études, les admis recevront leur brevet de technicien supérieur en santé. Un précieux sésame qui leur donne droit d'exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national. La Guinée intègre l'administration de la Société africaine des réassurances Africaré. C'était au cours des travaux de la 40e Assemblée générale de cette organisation tenue ici même à Conakry. La rencontre a permis de faire le bilan des assurances sur le continent africain tout en permettant aux différents délégués d'échanger sur les meilleures pratiques de réassurance. Ansouman Toumani Kamara. En Guinée, l'industrie des assurances est jeune mais connaît une évolution rapide soutenue par l'environnement économique du pays qui s'est considérablement amélioré ces dernières années. Ainsi, de 1997 à cette année, le nombre de compagnies d'assurance est passé de 4 à 12. Les charges des sinistres payés par les sociétés d'assurance ont atteint près de 353 milliards de francs guinéens en 2017 contre 191 milliards en 2012. En accueillant la 40e Assemblée générale de la Société panafricaine des réassurances, la Guinée se met à l'école des meilleurs cas de réussite des assurances sur le continent. La Guinée est en train de préparer une compagnie de réassurance. Vous savez qu'en matière d'assurance, il y a des primes coûts. Aujourd'hui, la plupart des contrats que nous avons sont réassurés à l'étranger. La Guinée est en train de travailler. Aujourd'hui, la Banque centrale et le ministère des Finances sont en train de travailler pour créer une compagnie de réassurance. Et Africaré est partie prenante dans ce dossier. 42 ans après sa création, la Société africaine de réassurance Africaré opère aujourd'hui dans 60 pays en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et au Brésil. Les assises de Conakry ont permis aux différents délégués de revisiter le parcours du secteur des assurances dans les pays membres et de discuter des voies et moyens pour apporter des innovations dans le secteur. Pour l'Assemblée générale, il s'agissait essentiellement de l'approbation du rapport qui est fait par le conseil d'administration à l'Assemblée générale et également de l'affectation des résultats et de l'élection de nouveaux administrateurs représentant les actionnaires au sein du conseil. Et je suis d'ailleurs heureux de constater l'entrée dans le conseil d'un nouvel administrateur qui est issu de la République de Guinée et qui est de la Banque centrale, M. Aboubakar Ba. Nous avons déjà une autre figure importante dans la société, qui est d'origine, qui est guinéenne, qui est de nationalité guinéenne, qui est le secrétaire général de la société, M. Madi Kaba. Au menu également de cette 40e Assemblée générale, des ateliers, des réunions techniques avec des experts, ainsi que l'adoption de plusieurs résolutions et la présentation des rapports des différentes instances de la Société africaine de réassurance Africaré. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne, la RTG Coloma. Au milieu de ce complexe murmurent les installations électriques de la sous-station de Kalita, sensible à la présence de tout corps étranger. C'est l'un des tout premiers symboles de la renaissance de Fria.
Ici, on a 2 lignes en provenance de Caleta, de 30 kV de chacun. Et on a à l'intérieur les 2 postes de transformateurs de 12,5 de chacun. Vraiment, on ne saurait que remercier le professeur Alpha Condé parce qu'au moment que Caleta est venu nous trouver, on était à l'agonie. Au jour d'aujourd'hui, peut-être, je ne connais pas ailleurs, mais en Guinée ici, seul Fria qui a le courant 24 heures sur 24 heures. Cette volonté affichée du chef de l'État se traduit également par une autre nouveauté à Fria, la MUFA, Mutuelle financière des